Aliko, d'un côté, a divorcé 2 fois. Bill Gates avoue publiquement que son divorce après 27 ans est l'erreur qu'il regrette le plus dans sa vie. Jeff Bezos quitte la femme qui emballait les livres d'Amazon dans leur garage pour une présentatrice télé. Et Elon Musk, l'homme le plus riche de la planète, en est à 3 divorces. Figurez-vous que cette tragédie ne concerne pas que les milliardaires. En Côte d'Ivoire, le taux de divorce dans les grandes villes a grimpé à 45% en 2024. Au Congo-Brazzaville, près d'un mariage sur 2 ne survit pas 20 ans. Selon Pew Research, un institut américain de référence en études sociales, seulement 61% des jeunes filles déclarent vouloir se marier un jour, contre 83% il y a 30 ans. Et malheureusement, 2 jeunes sur 5 considère désormais le mariage comme une institution complémentaire, complètement dépassée. On ne croit plus au mariage. On est convaincu que tout le monde finira par tromper tout le monde. Que l'amour a une date d'expiration. Et qu'un couple qui dure 50 ans, ça n'existe que dans les contes de fées de nos grands-parents. Seulement, voilà, il y a un couple qui est marié depuis 43 ans, qui est passé d'une pauvreté extrême, tellement extrême qu'il mangeait la bouillie pour bébé au dîner, à une fortune estimée à 150 millions de dollars et qui affirme, figurez-vous, n'avoir jamais eu une seule dispute sérieuse en 4 décennies de vie commune. Bishop David Oyedepo, le fondateur de Living Faith Church, l'un des plus grands réseaux d'églises du continent africain, et son épouse, pasteur Faith Oyedepo. 4 enfants, tous dans le ministère, tous mariés. Et en août 2025, ce sont leurs propres enfants qui ont écrit publiquement « Merci de nous avoir montré qu'un mariage durable et sans accrocs est possible ». Alors, comment ce couple a-t-il fait pour rester ensemble 43 ans pendant que les hommes les plus riches, les plus puissants du monde échouaient tous? Et surtout, est-ce que leur histoire peut réellement enseigner quelque chose à n'importe quel couple, croyant ou pas, riche ou pas? Installez-vous confortablement de voir le mariage. Parce que ce que vous allez découvrir aujourd'hui risque de changer votre manière de voir le mariage. On est en 1976 au Nigeria. David Oyedepo a 22 ans et il étudie l'architecture dans un polytechnique de Kwara State. Ce n'est pas un fils de riche, encore moins un héritier. C'est juste un jeune homme ordinaire avec des rêves, mais des rêves qui dépassaient largement sa condition. Et un jour, dans une gare routière poussiéreuse, il croise une jeune fille, une jeune femme de 18 ans qui s'appelle Florence Abiola Akano, celle que le monde entier connaîtra plus tard sous le nom de Faith Oyedepo. Et là, il faut bien comprendre le contexte. Parce que Faith n'est pas dans un polytechnique comme David. Elle est étudiante à l'université d'Ife, l'une des plus prestigieuses du Nigeria. Celle qu'on appelle aujourd'hui Obafemi Awolowo University. Et dans la société nigérienne de l'époque, cette différence de statut académique entre un polytechnique et une université, c'est un gouffre. C'est un peu comme si un apprenti mécanicien à Adjamé draguait une étudiante en médecine à Cocody. Socialement, ça ne passe pas. Faith aurait pu l'ignorer, lever le nez et continuer son chemin. Seulement, voilà, elle ne l'a pas fait. Elle a répondu à ses avances. Et ce choix apparemment anodin dans une gare routière du Nigeria va donner naissance à l'une des histoires de couple les plus fascinantes que j'ai eu à étudier. Ce qui suit, c'est 6 ans de fiançage. 6 ans. Quoi? Dans un monde où les gens se fiancent et se marient la même année. David et Faith ont pris 6 longues années pour construire leur fondation. Et pendant ces 6 ans, un événement va absolument tout changer. En 1981, David dit avoir reçu ce qu'il appelle une vision divine de 18 heures où Dieu lui donne le mandat de libérer le monde par la prédication de la parole de foi. Il rédige alors un document qu'il nomme Selling Under Sealed Orders. Autrement dit, naviguer sous ordre scellé. Il invite Faith, il lui montre le document et il lui pose une question qui aurait fait fuir 99% des femmes de cette planète. Es-tu prête à m'épouser et à me suivre, même si je deviens aveugle, même si je deviens boiteux ou handicapé? Et Faith signe. Elle ne négocie rien, elle ne met aucune condition. Elle signe ce document et scelle non seulement leur engagement l'un envers l'autre, mais aussi leur engagement qu'il est envers une mission qui les dépasse. Tenez-vous bien pour la suite.
Le 21 août 1982, la veille de leur mariage, David est tellement fauché qu'il n'a même pas de quoi se payer une chambre d'hôtel. Il dort dans sa vieille Volkswagen Beetle, complètement délabrée. Et le lendemain matin, fête l'épouse quand même. Elle épouse un homme qui dort dans sa voiture. Et les premiers mois de mariage sont d'une dureté que très peu de couples aujourd'hui accepteraient de vivre. À un moment donné, il n'y a absolument rien à manger à la maison. David refuse catégoriquement d'emprunter et refuse de toucher à l'argent de l'église. Pendant 3 jours d'affilée, le couple se nourrit de cérélac, de la bouillie pour bébé. Parce que c'est littéralement la seule chose qui reste dans leur placard. Et faites manger avec lui, sans un mot de reproche. Maintenant, il faut que je vous raconte un épisode qui m'a personnellement marqué. Quand j'ai creusé dans cette histoire, Fête enceinte et elle commence à saigner abondamment. Elle explique à David qu'elle est en train de faire une fausse couche. Et la réaction de David, selon le témoignage public de Fête elle-même, c'est de crier « Cela ne peut pas arriver ». Puis de lui demander si elle peut lui servir à manger. Waouh! Fête se lève et elle lui prépare son repas. Et elle choisit de croire avec lui que tout ira bien. Vous pouvez penser ce que vous voulez de cette scène. Certains y verront une foi inébranlable. D'autres, par contre, y verront autre chose. Et je respecte totalement les deux points de vue. Ce qui est factuel c'est que le bébé est né en bonne santé et que Fête est restée. Des années plus tard, en 2004, c'est Fête qui tombe gravement malade. Une maladie mystérieuse et invalidante que même les médecins américains n'arrivent pas à diagnostiquer clairement. Dans son livre « Ratios from Destruction », elle décrit cette période comme un passage dans la vallée de l'ombre de la mort. Et un jour, elle se réveille dans sa chambre d'hôpital et elle trouve David agenouillé à côté de son lit en larmes, en train de prier. « Seigneur, guéris-la et prouve que tu m'as envoyé et faites guérir. » Et en août 2025, 43 ans après cette nuit, dans la Volkswagen, leur enfant publie des messages sur les réseaux sociaux pour célébrer l'anniversaire de mariage de leurs parents. Le fils David Junior écrit « Vous avez été l'exemple parfait pour ma famille ». Le fils Love écrit « Merci d'être l'exemple. Vous avez incarné le standard ». Voilà toute l'histoire. Une rencontre dans une gare routière, 6 ans de patience, une nuit dans une voiture délabrée, du cérélac au dîner, la maladie. Et 43 ans plus tard, 4 enfants qui disent au monde entier que le mariage de leurs parents est un modèle à suivre. Seulement voilà ce qui rend cette histoire encore plus fascinante. Ce n'est pas qu'ils soient restés ensemble, non. C'est qu'ils sont restés ensemble pendant que des hommes infiniment plus puissants, plus riches, plus célèbres qu'eux échouaient tous dans leur vie de couple. Et les raisons de cet échec sont exactement ce qu'on va voir, ce qu'on va décortiquer maintenant. Je vais mettre les chiffres en perspective pour que vous compreniez bien l'ampleur de ce paradoxe. La fortune de David et Fête Oyedepo est estimée à environ 150 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent, certes. Mais quand vous la comparez aux 108 milliards de Bill Gates, aux 230 milliards de Jeff Bezos et aux plus de 600 milliards d'Elon Musk, vous réalisez que c'est presque de la monnaie de poche. Et pourtant, c'est le couple le moins riche de cette liste qui est le seul à être encore debout après 4 décennies. Et figurez-vous que ce paradoxe est confirmé par la science. Une étude publiée en 2023 dans Démographie, une revue scientifique de référence en démographie, montre que la stabilité financière protège généralement contre le divorce. Les couples à faible revenu ont environ 30% de risque en plus de se séparer que les couples aisés. Principalement parce que l'argent réduit le stress du quotidien et élimine les bonnes parties des disputes liées aux factures, aux fins de mois difficiles. Mais alors, pourquoi est-ce que des milliardaires qui n'ont jamais connu un seul problème d'argent de toute leur vie finissent quand même par divorcer? Et c'est là que ça devient passionnant parce que l'argent en réalité ne guérit absolument rien. Il masque. C'est un peu comme mettre du parfum sur un vêtement sale. Ça sent bon, juste pendant quelques heures, mais le problème est toujours là, en dessous. L'argent donne du confort, ça c'est vrai, des options et du contrôle.
mais il ne répare ni la confiance trahie, ni l'absence émotionnelle, ni ce vide immense qu'on ressent quand on a tout accompli matériellement, mais qu'on ne sait plus pourquoi on est ensemble. Regardez Bill Gates. En janvier 2025, il a avoué publiquement que le ratio de présence parentale entre lui et Melinda pendant 27 ans de mariage était de 10 contre 1 en faveur de Melinda. Waouh! 10 unités de temps pour Melinda, 1 pour lui. Pendant que Bill bâtissait Microsoft et sa fondation philanthropique, c'est Melinda qui portait le foyer à bout de bras. Et quand les révélations sur sa liaison avec une employée de Microsoft et ses liens avec Jeffrey Epstein, le financier américain condamné pour trafic de mineurs, sont sortis au grand jour, là, la confiance s'est effondrée d'un coup. En février 2026, sur le podcast NPR Read Card, Melinda a résumé tout ça en une seule phrase très glaçante. Je suis tellement heureuse d'être loin de toute cette boue qui était là. Et puis, il y a le cas de Jeff Bezos. 25 ans de mariage avec Mackenzie Scott. La femme qui ne se contentait pas d'être l'épouse du fondateur d'Amazon, puisqu'elle était cofondatrice, celle qui a emballé les premiers livres dans leur garage, qui a fait la comptabilité, qui a mis sa carrière en pause d'écrivaine, en pause pour élever les 4 enfants. Et un jour, le National Enquirer, un tabloïd américain, publie un exposé explosif avec des preuves que Jeff mène une liaison avec Lauren Sanchez, une ancienne présentatrice de télé à Los Angeles et pilote d'un hélicoptère. Et le détail qui m'a frappé dans cette histoire, c'est que Bezos, qui avait toujours détesté les hélicoptères, en est soudainement obsédé. On est soudainement devenu obsédé. Ses propres cadres chez Amazon ont commencé à se demander ce qui se passait bien avant que l'affaire n'éclate publiquement. Et enfin, il y a Elon Musk. Et là, franchement, c'est le cas le plus parlant de tous. Le jour de son premier mariage avec Justin Wilson en l'an 2000, pendant leur première danse de couple, Elon lui dit mot pour mot, je suis l'alpha dans cette relation. Justine a cru à une blague, juste à ce qu'elle réalise des mois plus tard qu'il pensait très sérieusement ce qu'il disait. Elle a raconté dans un essai publié dans Marie Claire en 2010 comment Elon lui disait régulièrement, si tu étais mon employé, je te licencierai. Et sa propre fille, Viviane, qui change de nom de famille en 2022 pour prendre celui de sa mère et qui déclare publiquement ne plus vouloir être liée à son père biologique de quelque manière que ce soit. Maintenant, prenez tout ce tableau et comparez-le avec la méthode du couple Oyedepo. David Oyedepo n'a jamais dit « je suis l'alpha ». Il n'a jamais traité sa femme comme une employée. Il l'a nommé co-pasteur de son église. Il parle d'elle publiquement avec honneur et gratitude. Et en août 2025, pour le 43e anniversaire, il a écrit « Joyeux anniversaire, mon épouse envoyée du ciel ». Ça devient plus doux chaque jour. Quand il traverse un désaccord, selon leur propre témoignage public, Faith Oyedepo n'entre pas dans une bataille verbale. Non, elle ne crie pas, elle ne cherche pas à gagner l'argument, elle se retire. Et elle prie. Mais attention, il ne s'agit pas d'un silence d'effacement ou de fuite. Il s'agit d'un silence stratégique, ancré dans une discipline spirituelle qu'elle a cultivée pendant plus de 4 décennies. Faith a souvent expliqué que sa première réaction face à une tension n'est pas de corriger son époux, mais de s'examiner elle-même devant Dieu. Elle choisit de déposer l'émotion brute dans la prière avant de revenir à la conversation. Pour elle, la paix intérieure précède impérativement la discussion extérieure. Ce n'est pas une stratégie de manipulation, non, c'est une conviction théologique et elle croit fermement que Dieu peut changer les cœurs d'une manière que les mots humains ne peuvent le faire. Dans ses enseignements aux femmes, Faith insiste sur ce principe. Vous ne pouvez pas changer votre mari par vos paroles. Mais Dieu peut le faire. Dieu peut changer votre mari, le cœur de votre mari par votre prière, avec une foi opérationnelle qui transforme ces moments de retraite en moments de puissance. David Oyedepo, de son côté, a reconnu publiquement qu'il sait quand quelque chose n'est pas en ordre entre eux. Et selon le témoignage répété au fil des années, moins d'un jour après un désaccord, c'est souvent lui-même qui revient vers elle pour ouvrir le dialogue.
parfois avec des excuses, parfois avec une perspective différente, mais toujours avec une disposition au dialogue. Et c'est peut-être là l'un des secrets les moins spectaculaires, mais les plus puissants de leur longévité conjugale. Dans leur maison, le conflit n'est pas ignoré, il est d'abord confié. Il est confié à celui qui connaît les deux cœurs. Il est confié à celui qui peut changer les perspectives sans casser les personnes. Il est confié à celui qui, depuis 43 ans, a été le conseiller invisible mais efficace de ce mariage. On peut adhérer ou non à la dimension spirituelle de cette approche, mais ce qui est incontestable, c'est le résultat. 43 ans ensemble, 4 enfants qui témoignent publiquement du bonheur de leurs parents et un couple qui, malgré 150 millions de dollars de fortune, continue de vivre dans l'humilité seulement. Voilà, quand j'ai partagé cette histoire autour de moi, la première réaction que j'ai eue, et c'est toujours la même, hein, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que Faith n'est pas juste une femme soumise qui a tout accepté? Et c'est exactement cette question qu'il faut affronter maintenant, parce que la réponse va probablement vous surprendre. Je vais être très honnête avec vous. Quand j'ai creusé cette histoire en profondeur, certaines scènes m'ont mise mal à l'aise. L'épisode de la fausse couche, où David demande son repas. L'épisode où il fait monter un homme mentalement instable, seul avec Faith, enceinte dans sa voiture. En lisant ça, une partie de moi s'est dit que c'est trop, que ça va trop loin. Et figurez-vous que je ne suis pas la seule à avoir réagi ainsi. Sous les publications du 43e anniversaire du couple, quelqu'un a écrit noir sur blanc: je les félicite, mais ce n'est pas le genre de mariage que je souhaite pour moi. Je refuse d'être mariée à un tyran. Et cette critique, il faut l'entendre parce qu'elle est légitime. Seulement, la réalité est plus nuancée que ça. La foi, quand elle est bien comprise, n'enseigne pas à supporter l'insupportable. Elle ne glorifie ni l'humiliation, ni la destruction intérieure. Et c'est Faith elle-même qui le confirme dans ses écrits et ses prises de parole. Elle n'est pas restée par peur ou par faiblesse. Elle est restée parce qu'elle avait une conviction profonde, un engagement qu'elle a choisi librement, et surtout parce que David, de son côté, faisait aussi sa part du travail. Il la respecte publiquement, il la valorisait son rôle, il ne l'a jamais réduite au silence. Et c'est cette nuance qui fait toute la différence avec un Elon Musk qui dit « je suis l'alpha » ou un Bill Gates qui laisse sa femme porter 90% de la charge parentale pendant 27 ans. Maintenant, j'entends déjà certains d'entre vous se dire « oui, d'accord, mais eux, ce sont des pasteurs. C'est leur métier de montrer l'exemple. Ça ne s'applique pas à un couple normal. » Et c'est justement là que ça devient intéressant. Parce que quand on regarde des couples tout à fait ordinaires, sans fortune et sans caméra, on retrouve exactement les mêmes ingrédients. Prenez Jean-Marc et Solange, un couple d'Abidjan, mariés depuis 26 ans, avec 4 enfants. Ils ont failli tout arrêter à la 7e année, quand Jean-Marc a perdu son emploi à la banque et qu'ils ont dû retourner vivre dans un petit studio. La honte vis-à-vis de la famille était insoutenable. Et le secret, c'est qu'ils ont pris une décision radicale, celle de ne plus avoir de mon argent et ton argent. Tout est devenu commun. Et leur conseil, c'est ne laissez jamais la famille élargie entrer dans votre chambre à coucher. On écoute les tantes. Mais la décision finale se prend à deux, la porte fermée. Ou bien prenez Amadou et Mariam, un couple de Dakar, mariés depuis 31 ans, avec 5 enfants. Ils ont traversé des crises de jalousie intenses au début de leur mariage, dans un Sénégal où la polygamie est encore culturellement très représentée, où environ 20% des hommes mariés sont polygames. Eux, et leur règle à eux, c'est de ne jamais s'endormir sans s'être parlé, même si c'est pour se disputer, encore un petit peu. Et Amadou a trouvé une métaphore que je n'arrive pas à oublier. Le mariage, c'est comme le tchèp-poudienne. Si le feu est trop fort, ça brûle. S'il est trop doux, ça ne cuit pas. Il faut savoir régler le feu chaque jour. Et puis, il y a Kofi et Mireille, un couple de Cotonou au Bénin, mariés depuis 22 ans, qui se sont connus à l'université et qui ont eu cette phrase qui, je trouve, résume absolument tout. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est plus verte là où on l'arrose. Si vous passez votre temps à regarder le jardin du voisin sur Facebook, le vôtre va sécher. Et ça, c'est exactement le piège dans lequel notre génération est en train de tomber. Le sociologue polonais Zygmunt Bauman, l'un des penseurs les plus influents du XXe siècle, parlait de ce qu'il appelait l'amour.
L'amour liquide. Dans une société de consommation, on finit par traiter nos relations exactement comme des produits. Si le téléphone a un défaut, on ne le répare plus. On en achète un nouveau. Et on applique la même logique à nos couples. Si le partenaire ne fait plus l'affaire, on sweep à droite et on passe au suivant. Parce que les applications de rencontres nous donnent cette illusion qu'il y a toujours quelqu'un de mieux à portée de clic. D'ailleurs, au Togo, une étude de 2024 révèle que plus de 50% des couples en milieu urbain ont déjà vécu une crise majeure directement liée aux réseaux sociaux. Les échanges secrets, les likes suspects, les anciennes flammes qui réapparaissent par message à 3 heures du matin. Les réseaux sociaux n'ont pas inventé l'infidélité, certes, mais ils ont donné un accès illimité, 24 heures sur 24, directement dans la poche de chaque conjoint. Et figurez-vous que c'est exactement le même pattern qu'on retrouve chez les milliardaires, mais amplifié à une échelle colossale. La richesse n'a pas causé le divorce de Gates, ni celui de Bezos, ni les 3 divorces de Musk. Elle a simplement amplifié ce qui existait déjà en dessous. L'absence de vision commune, le déséquilibre du pouvoir, la négligence émotionnelle, l'infidélité. L'argent a juste permis de masquer ses failles pendant des années, comme du maquillage sur une blessure ouverte. Jusqu'au jour où tout s'effondre d'un coup. Les Oyedepo, eux, ont traversé les 2 extrêmes, la pauvreté du Sri-Lanka et les 150 millions de dollars. Et leur couple a survécu aux 2. Parce que la fondation n'avait jamais changé. Alors non, vous n'avez pas besoin d'être pasteur pour faire durer votre mariage. Vous n'avez pas besoin de 150 millions de dollars. Vous n'avez même pas besoin d'être religieux. Jean-Marc et Solange d'Abidjan ne sont pas pasteurs. Amadou et Mariam de Dakar ne sont pas milliardaires. Kofi et Mireille de Cotonou ne sont pas des célébrités. C'est qu'ils ont tous en commun avec les Oyedepo, c'est une décision. La décision de construire ensemble quelque chose qui dépasse les 2 individus. La décision de rester quand le feu brûle trop fort au lieu de chercher une autre cuisine. La décision de communiquer même quand c'est inconfortable. D'arroser son propre jardin au lieu de passer sa vie à admirer celui du voisin sur Instagram. Parce que le vrai drame de notre époque, ce n'est pas que les gens divorcent plus, c'est qu'on a collectivement perdu la conviction qu'un mariage peut encore durer. On voit Gates, Bezos, Musk tomber les uns après les autres. Et on se dit que si même eux, avec tout leur argent, toute leur intelligence et tout leur pouvoir n'y arrivent pas, alors c'est que personne ne peut y arriver. Seulement, voilà l'histoire des Oyedepo qui prouve exactement le contraire. Et elle prouve surtout que le secret n'a strictement rien à voir avec le compte en banque. Plus de 600 milliards de dollars n'ont pas suffi à empêcher la fille d'Elon Musk de régner son propre père. Mais une nuit, dans une Volkswagen Beetle délabrée, avec un bol de céréales et un bol de céréales partagé dans le silence, ont posé les fondations d'un couple qui tient depuis 43 ans et qui continue de tenir. L'amour qui dure, ce n'est pas celui qu'on ressent quand tout va bien. C'est celui qu'on décide de pratiquer chaque matin, surtout quand tout va mal. Et ça, personne ne peut l'acheter, même pas étant l'homme le plus riche de l'histoire.